Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Projet de loi sur la militarisation des corps de police et de la protection civile. C'est la principale thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, Madame Naha Magasuba, elle est la présidente du MPC Mali. Madame Magasuba, merci d'être sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier, M. Sidibé. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs de Renouveau TV et j'en profite pour souhaiter une bonne fête de Maouloud à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Merci. Et notre deuxième invité, il s'appelle M. Abdallah Yatara. Il est conseiller communal, non moindre cadre du parti ILMA. Monsieur le maire, merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie, merci bien, M. Barou. Je crois que tous les plaisirs pour moi de vous retrouver et à la suite d'une bonne fête de Maouloud à tous les musulmans du monde. Merci également. Troisième invité, Dr Ibrahima Sango. Il est analyste politique. Docteur, merci d'être avec nous. Merci vraiment, M. Sidibé, et je remercie également mes co-débatteurs. Je profite également de ce plateau pour pouvoir souhaiter bonne fête aussi des Maouloud à tous les Maliens et également et tous les Africains, voire même dans le monde entier encore. Merci vraiment. Quatrième invité, Abdoulaye Alaï Koïta. Il est en tout cas président du mouvement En Avant et membre du M5 RFP. Monsieur Koïta, merci d'être là. Merci M. Sidibé, bonsoir aux débatteurs et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de Renouveau TV. Je me joins aux autres aussi pour souhaiter bonne fête de Maouloud à tous les musulmans du Mali et du monde entier. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant d'en venir à notre plat de résistance, depuis ce samedi, nous assistons à une sorte de cohabitation entre le football et la cérémonie de célébration du Maouloud au stade du 26 mars. Toute chose qui est diversement commentée par les Maliens. Monsieur le maire, déjà, foot et Maouloud peuvent bien faire bon ménage. Bon, je crois que foot et beaucoup d'autres choses en plus de la région doivent faire bon ménage, mais je crois que la circonstance est un peu particulière ce week-end-là, parce que tout simplement le calendrier international du football oblige et Maouloud aussi oblige. Je crois que le même terrain est trouvé pour pouvoir cohabiter ensemble. Mais je crois qu'il faut qu'on sache que le calendrier international au niveau du football oblige à des exigences. Et des exigences et les dates sont fixées d'avance. Et c'est pas ni la faute de la Fédération malienne de football, ni la faute au ministère. C'est la CAF qui décide de ces dates-là. Et je crois que ça coïncide avec la fête de Maouloud aussi. Et je crois que ça sont les raisons gardées et ça peut cohabiter ensemble. Okay. Ça peut bien cohabiter ensemble, foot et Maouloud. Et je dirais que l'essentiel c'est d'avoir un intérêt d'entente parce que moi je me dis que la plupart de ces footballeurs sont des musulmans avant tout. Et comme Aïdara aussi n'est plus n'importe qui au Mali, c'est un guide religieux qui est très respectueux. Et lors de ce Maouloud, il y a des milliers et des milliers de gens qui quittent dans d'autres pays pour venir au Mali. Ça, ce sont des sources de revenus pour le Mali. Donc je me dis quelque part, oui, le terrain c'est fait pour le foot. Mais en plus de cela, depuis des années, nous savons que, bien vrai que le terrain est fait pour le foot, et l'État a donné l'ordre à ses religieux de tenir des rencontres de ce genre sur le terrain. Donc quand l'État parvient à concilier les deux, nous devons vraiment accepter la décision telle qu'elle est. Ok. Alors, vous comprenez tout ce bruit autour de cette décision du gouvernement d'accepter de mener le Maouloud et les deux matchs que les clubs maliens s'apprêtent à abriter au stade du 26 mars. Donc je pense que comme tout Malien, tout le monde se réjouit de ce compromis qui a été trouvé entre la Fédération malienne de football et puis le guide Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui ont tous accepté que le match se joue et que le Maouloud aussi ait lieu le même jour, mais que le stade puisse être libéré pour que le Maouloud puisse avoir lieu, et le lendemain aussi que le stade puisse être libéré pour que le deuxième match puisse avoir lieu. Okay. Donc ce compromis qui a été trouvé là, je pense que ça a été une chance. Il est bien salutaire. Bien sûr. Mais quand même critiqué par une certaine opinion.
quelle que soit la décision qui va être prise, c'est sûr que les gens vont critiquer. Si c'est le Mawlud qui avait été délocalisé, certains qui allaient parler pour dire que le football a été primé par rapport au Mawlud, si c'est le contraire, si la CAF aussi avait accepté de reporter ces matchs-là à cause du Mawlud, les gens, ceux qui aimaient le foot aussi, allaient se plaindre. Moi, je pense que le fait qu'il y ait un compromis, c'est le juste équilibre qui a été finalement. C'est une très bonne chose. Les deux ont été maintenus et les deux vont avoir lieu. Et que maintenant, on va voir la suite. S'ils parviennent à se faire sans qu'il y ait de problème, moi je pense que ce n'est que salutaire. Okay. Vous avez un avis différent? Non, pas du tout. Mon avis, c'est que la façon dont le compromis a pu être trouvé entre les deux, c'est salutaire, c'est également très important parce que certes, c'est vrai que c'est comme Yatra l'a su bien dit, les dates sont connues de la fédération depuis longtemps, mais c'est vrai que le Mawlud aussi c'est une fête aussi religieuse très très importante chez nous et que nous le savons tous que le guide c'est de Madame Haïdara chaque année à la même période organise encore une rencontre avec ses disciples. C'est tout à fait normal. Si on arrive à trouver un compromis, que ces deux choses puissent se passer sans qu'il y ait d'affrontement, je pense que c'est une très bonne chose. Ça doit être salutaire. Je pense que c'est lié également aussi de remercier, de saluer surtout les autorités aussi, d'être très vigilants aussi par rapport à cette question. L'autorité de l'État s'en est sortie indemne? Oui, je crois que l'autorité de l'État s'en est trouvé indemne parce que le juste équilibre a été trouvé, mais chacun a son jugement. Certains se sont offusqués de voir le ministre des Sports, par exemple, chez le guide des Ansariens pour remercier d'avoir accepté la décision, si vous voulez, qui a été. Vous savez, au Mali, le social prime surtout. Et c'est ce qui est très important. Souvent, le social même au-dessus des textes et des lois. Ça, c'est un peu la force du Mali. Et je crois qu'en cette circonstance, que le ministre se déplace sur le chef religieux, soit Mme Haïdara, je ne vois pas de mal en cela. À sa place, vous auriez agi ainsi? Si, à la place de l'État, ce n'est pas l'autorité de l'État qui s'est trouvée écorchée, mais plutôt c'est la recherche de la solution qu'on a primée, plutôt que par rapport au respect de l'autorité de l'État. Le ministre était chez le shérif Ousmane Madane Haïdara. Mais moi, je crois que les Maliens, on a tendance à souvent trop exagérer. On dit qu'on soutient. Beaucoup de gens disent qu'ils soutiennent la transition. Et quand la transition parvient à faire un tel compromis, je me dis que le soutien doit toujours continuer. Je me dis que le guide n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui a pu donner 300 millions de francs CFA à l'armée malienne pour vraiment booster cette rébellion hors de chez nous, il n'est pas n'importe qui. Donc quand beauté on parle... plutôt, beauté, beauté, je m'excuse, côté, disons, cette rébellion de chez nous, je me dis qu'il n'est pas n'importe qui. Mais souvent, j'ai tendance à comprendre que le Malien prenne leur envie personnelle. Souvent, ils sont des gens qui ont quelque chose contre le guide en personne, qui veulent le manifester à travers la sortie du ministre des Sports. Sinon, moi, je me dis quelque part, moi, en tant que Malienne, je me dis que je respecte tous les guides, que ce soit l'imam Mamoudiko, le guide de Nyoro. Et aujourd'hui, c'est le cas d'Haïdara qui était là. Si l'État parvient à gérer ce cas avec un tel tact, pourquoi ne pas féliciter? Voilà, il ne faut pas toujours être négatif. Monsieur Koïta, pourtant certains disent déjà que l'autorité de l'État a été malmenée dans la gestion de ce dossier. Moi, je pense qu'en réalité, le gouvernement a bien fait que le ministre se déplace pour aller chez les guides, chez Ousmane Madane Haïdara, pour aller expliquer le compromis qui a été trouvé. Tout le monde sait que le Mawlud draine de milliers de personnes qui viennent de l'intérieur du Mali et d'ailleurs. Et que certains riverains même du stade du 26 mars ont peut-être 3 mois de prix de condamnement lors de ces rencontres de Mawlud-là. Que le gouvernement puisse trouver un compromis et que le ministre se déplace pour aller expliquer cela au guide, moi je pense que c'était une très bonne décision. Par ailleurs, il faut savoir aussi que ces matchs-là dont on parle, en réalité, 90% des Maliens même ne savaient pas que ces matchs-là se jouent. Moi personnellement, j'aime trop le foot, mais je ne savais même pas que ces matchs-là devaient se jouer à cette date-là. Donc que le gouvernement puisse trouver un compromis entre le match et la célébration du Mawlud, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une décision salutaire et le gouvernement était dans son rôle d'aller expliquer tout cela au shérif, qu'il a vraiment compris et qu'il a accepté aussi. Maintenant, nous prions pour que ces deux événements puissent avoir lieu sans qu'il y ait des incidents. Le gouvernement a-t-il été finalement mis au pas de guide des Ansar? Non, je ne pense pas ainsi. Moi, je pense que le gouvernement a joué le rôle qu'il devrait jouer parce qu'aujourd'hui, nous avons plutôt besoin la quiétude, la paix, la cohésion sociale. Je pense que la fête de Mawlud, c'est un événement très très important à Bamako précisément parce que le guide
rassemble pratiquement tous ses disciples à Bamako. Donc, et ça se passe généralement au stade du 28 mars. Et si nous nous rappelons bien l'historique un peu de ce mouvement, nous le savons tous qu'au début, le guide organisait ça au stade de Modibo Keïta. Maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé, nous le savons tous, donc il a fallu maintenant transférer ça au niveau du stade du 28 mars. Moi, je pense que le ministre a fait le rôle qu'il devrait le faire. D'abord, en tant que responsable, il a joué sa partition, il a joué un rôle de responsable pour se déplacer, aller voir les guides, il expliquer réellement de ce qui est comme contenu, en tout cas, de cette rencontre. Et que s'il y a un compromis, ça doit être salutaire. Je pense que ce ministre devait être vraiment remercié par rapport à ce qu'il a pu faire. Moi, je ne pense pas qu'ils ont abusé ce qu'ils devraient le faire. Merci. Coup de tonnerre sur la tête des syndicats de police et de la protection civile. En effet, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi sur la militarisation des corps de police et de la protection civile. Et depuis, les réactions vont bon train. Mais qu'en pensent nos invités autour de ces plateaux? Déjà, monsieur le maire, l'État a décidé d'initier un projet de loi pour militariser et la police et la protection civile, communément appelée les sapeurs-pompiers. Oui, effectivement. Quelle opportunité pour la prise d'une telle décision? Bon, moi je crois qu'il faut un peu faire je crois que c'est nécessaire de faire comme un historique de la situation. C'est qu'il faut que la police a été créée en 1925, on était encore sous l'occupation coloniale, et il a fallu le 4 octobre 1960, juste 2 semaines après la proclamation de l'indépendance, pour que la police nationale du Mali soit créée. Et c'était une note de service en 1969 de Feu Tchikoro Bagabo qui a décidé de démilitariser, plutôt d'empêcher aux policiers de jouer le rôle de syndicat. Et dans sa suite, précisément en 1974, il a été pris une ordonnance de militariser définitivement la police. Mais avec les événements de 1991, il y a eu beaucoup de problèmes entre la population et la police. Et la Conférence nationale souveraine a décidé encore de démilitariser la police suite aux incidents de mars 91. Et en 93, effectivement, février 93, l'ordonnance a été prise de militariser la police. Et jusqu'à aujourd'hui, la police a subi différentes mutations, jusqu'à la dernière en 2019, où la dernière loi sur le statut général de la police a été prise. Il était question peut-être de créer la direction technique et scientifique, et aussi d'observer un maillage du territoire. Moi, je crois que c'est un peu l'historique de la militarisation, de la démilitarisation au niveau de la police. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire aujourd'hui qu'au regard de l'état sécuritaire, comme l'a dit le projet de loi, de pouvoir militariser la police pour qu'effectivement les territoires qui ont été récupérés par nos voyants soldats puissent être sécurisés et que nos soldats puissent continuer leur marche vers la libération totale du pays. Ok. Cette décision, ce projet de loi militarisant en tout cas la police et la protection civile, c'est justifié aujourd'hui? Oui, moi je dirais que ça se justifie, d'autant plus que c'est une décision qui a été prise depuis sous le président Bandao. Et maintenant, on voit que le président a signé à appliquer cette décision. Et je me dis déjà que les policiers étaient au front. Quand je vois l'attaque du commissariat de police de Kourou il y a quelques mois de cela, quand je vois l'attaque du commissariat de Fana, il y a quelques mois de cela, et l'ennemi ne fait pas la part des choses entre le militaire et le non militaire. Donc quand il rentre dans le cadre des militaires, ça serait encore mieux. Parce que j'ai vu des policiers se plaindre à un moment, on dit ils disent qu'ils sont avec les armes et n'ont pas l'autorisation de les utiliser. Que même si lorsqu'ils les utilisent, que tellement qu'on te demande des comptes rendus par rapport à cela, que toi-même tu te demandes pourquoi tu as posé un tel acte. Donc on a besoin du nombre de militaires sur le terrain. Et quand les policiers sont militarisés et qu'ils aillent sur le terrain, moi je crois qu'on doit féliciter. Vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour les policiers eux-mêmes? Bon, moi je crois que c'est une bonne nouvelle parce que je me rappelle, il y a quelques mois de cela, j'ai échangé avec quelques policiers qui disent qu'ils sont au front, au même moment que les militaires. Mais les salaires d'un sergent de la police n'est pas comparable au salaire d'un sergent de l'armée.
Maintenant qu'ils ont été, que la police a été militarisée, ça serait une occasion aussi pour les mettre dans les mêmes conditions que les militaires, parce que la police a été militarisée. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, moi en tant que Malienne, en tant que citoyenne lambda, M. Barou, c'est la militarisation de la protection civile. Je me rappelle que j'ai moi personnellement une connaissance qui est décédée comme ça, parce qu'ils étaient au front, mais il n'y avait personne pour les secourir lorsqu'il est tombé malade. Bon, quand on met la protection civile aux côtés de nos militaires qui sont au front, en cas, ils auront quand même des premiers soins avant d'arriver dans les hôpitaux et consorts. Donc, je peux dire que si j'ai aimé une nouvelle, c'est surtout celle de la protection civile. Et il ne s'agit pas seulement de les militariser pour le plaisir de les militariser, pour qu'il n'y ait pas de grève, mais il s'agit aussi, quand on les militarise, de les mettre dans les conditions de travail et pour qu'ils puissent être des vrais militaires au champ. Ok. Oui. Docteur Sango, c'est une décision qui peut être bien justifiée. Moi, je pense que c'est une décision salutaire. Je pense que si vous regardez un peu l'historique de la police, je crois que ce n'est pas la première fois que la police soit militarisée. Ça serait l'occasion peut-être probablement de pouvoir également augmenter l'effectif de l'armée, parce que la mission qui a été assignée à cette police-là, c'est de pouvoir sécuriser les zones déjà conquises par l'armée, que la police puisse sécuriser pour qu'on puisse avoir l'administration. Et si on a l'administration, probablement, ces zones dont les écoles sont fermées, ça serait l'occasion à ce que ces écoles-là puissent être favorables. Certains l'ont dit, à la guerre de Burkina, il y avait des policiers maliens qui étaient là-bas, qui dirigeaient même les opérations. Donc, ce n'est pas une première fois. Mais ce qu'il faut reconnaître également aussi, je pense que compte tenu de la situation actuelle du pays, nous sommes un pays en guerre. Nous avons, comme certains l'ont dit, même si nous prenons tous les jeunes d'âge aujourd'hui à participer à la guerre, nous ne pouvons pas sécuriser tout le pays. Mais si nous donnons des armes aujourd'hui à la police, ça peut peut-être nous permettre également d'avoir un effectif. Ça, c'est très important. Comme disait l'autre, en gros, comme on appelle là, lorsqu'on s'est confronté à des situations exceptionnelles, il faut créer des conditions exceptionnelles aussi. Et surtout que ça a été une proposition de l'Assise de la Refondation qui avait surtout parlé de la militarisation de la police. Donc, cette loi, le projet de cette loi va permettre probablement à ce qu'on puisse quand même avoir des policiers. Et d'abord, une autre chose aussi qui est très importante, par rapport à eux-mêmes les policiers, c'est pour leur propre protection. Parce que vous êtes au front, vous n'avez pas des armes le même type, parce que vous n'avez que peut-être des armes de petit calibre face à quelqu'un qui a des Kalachnikov ou autres là. Donc vous voyez, celle-là l'a dit, et pratiquement on dit l'ennemi ne diffère pas. Tant qu'il voit que tu portes un uniforme, tu es également son ennemi, il cherche à t'abattre. Donc si vous sont bien armés, ça peut permettre également à ces zones dans lesquelles ils se retrouvent aussi pour pouvoir mieux les sécuriser aussi. Docteur Alaï, pas docteur, Alaï, bientôt certainement docteur. Déjà, comment vous avez accueilli cette décision du gouvernement d'aller à la militarisation de ces deux corps? Bon, je pense que comme beaucoup d'analystes et de Maliens, je pense que chacun a accueilli ça d'une façon favorable. Je pense que militariser la police dans cette situation de conflit, de guerre, d'insécurité ne peut être salutaire, puisque nous avons vu beaucoup de policiers ont été tués lors de certaines attaques. Je pense que s'ils étaient mieux formés et mieux armés, mieux outillés, peut-être que on allait avoir moins de pertes. Et les gens aussi, les ennemis qui attaquent ces commissariats-là aussi, peut-être allaient réfléchir à deux fois avant de les attaquer. Je pense que c'est une bonne chose que la police soit militarisée et les sapeurs-pompiers aussi. Peut-être qu'il fallait ajouter les gardiens des prisons aussi. Et puis les eaux et forêts aussi, comme les forestiers. Tous ceci ont été démilitarisés. Je pense qu'on doit aller vers ça, au lieu de chercher à beaucoup plus les recruter maintenant. On militarise tous ces corps-là, tous ceux qui possèdent des armes qui sont dans ces zones de conflit. Je pense qu'il y a eu beaucoup de morts aussi au niveau des forestiers. Certaines attaques parce qu'ils ne sont pas aussi militarisés actuellement. Et je pense que cela va réduire aussi le nombre de syndicats au niveau de la police, parce que je pense qu'il y a beaucoup de syndicats au niveau de la police. Pour rien, on les voit demander de faire des grèves et autres. Et je pense que c'est peut-être la population qui va avoir un autre regard sur la police. Parce que le fait que la population actuelle a un regard différent sur les militaires que sur les policiers. Peut-être cela est dû aussi au fait qu'ils ne sont pas militaires. Parce que je pense qu'il
le contact avec la police est beaucoup plus différent qu'avec le contact avec les militaires. Donc le fait d'être militarisé, peut-être au niveau de la police aussi, peut-être je ne dirais pas qu'il y a trop d'indiscipline, mais peut-être cela va renforcer aussi la discipline. La discipline militaire, tout le monde sait ce que c'est. Donc peut-être cela va renforcer aussi la discipline au niveau de la police. Ok. Et j'attire l'attention déjà du réalisateur sur la thématique affichée. Hein? D'accord. Monsieur le maire, déjà, on parle des implications de cette décision. Hein? Certains pensent déjà à la fin du syndicalisme au niveau de ces deux corps. Bon, moi je crois qu'au préalable, c'est une commission qui va être créée d'abord pour pouvoir peaufiner encore ce projet de loi vers l'Assemblée et vers le CNT. Mais est-ce que la militarisation rime avec le syndicalisme? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout, parce qu'ils seront obligés d'adopter le statut général des militaires. Forcément, ils vont basculer dans ça, et forcément, le statut de la police va tomber. Ça, c'est forcément, ils seront obligés de s'adapter au statut général des militaires qui obéit à des principes. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de syndicalisme. Ça, c'est la discipline, comme l'a dit M. Koutia. Militaire rime avec discipline. Donc, il n'y a pas de grève à ce niveau-là. Je crois qu'ils seront obligés maintenant de s'adapter au statut général des militaires. Donc le syndicalisme maintenant, au revoir. Mais on ne sait pas encore, comme j'ai dit, c'est une commission qui va être mise en place. Peut-être le projet de loi va être bien peaufiné. Au niveau du CNT maintenant, c'était un débat. Peut-être qu'on aura vraiment peaufiné ça et voir ce qu'on peut prendre dans le statut de la police et le mettre dans le statut des militaires. Ou bien peut-être abandonner complètement le statut général de la police et adopter le statut général des militaires. Peut-être avec quelques points peut-être que les policiers pourront récupérer à ce niveau-là. Donc peut-être que le statut général des militaires se trouvera aussi un peu modifié aussi. Ok. Naha, une fois cette loi adoptée, qu'est-ce qui va changer chez les policiers et les sapeurs-pompiers, concrètement? Il n'y a même pas un mois, je voyais une rencontre des policiers sur les réseaux sociaux et par rapport à la réclamation de certains droits. Donc ça va faire que les policiers ne vont plus se permettre de faire ce genre de sortie. Parce que M. Sidibé, moi j'ai trop peur lorsque la police fait certaines sorties. Par exemple, les anciens peuvent sortir, n'importe qui peut sortir, mais moi je vois déjà en eux des militaires. Je me rappelle qu'il fut un moment, on avait même enfermé un de leurs. Et cela a été un choc à Bamako. Je me rappelle qu'il y a certains qui ont même pris des véhicules pour aller faire sortir ce dernier de la prison. Donc moi, depuis ce jour, j'ai eu un peu peur. Donc je me dis quelque part que le fait de militariser ce corps qui est la police, c'est une solution. Parce que ça va leur permettre de se voir comme des vrais militaires et ça va leur permettre d'éviter certains dégâts comme celui qu'ils ont fait en faisant sortir un de leurs de la prison par la force. Donc, moi, je ne l'interromps pas. À ce niveau-là, je crois que même avec le coup d'État de 2002 qui a fait renverser Boubacar Keïta, les militaires sont partis à la prison pour libérer les militaires qui étaient en prison pour le coup d'État. Mais là, on peut dire que le contexte, c'était... Non, ça veut dire... Le contexte est différent. Non, le contexte n'est pas différent. C'est pour vous dire la réalité. Ce qui doit vous éviter, parce que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on a vu plusieurs fois les militaires partir en prison, libérés de leur classe, par suite d'incidents. C'est arrivé, pas une fois, pas deux fois. Je peux même pas trois fois. Il va terminer. Monsieur le maire, parce que pourquoi on a vu ces cas ont été faits pendant une période spéciale aussi. Le coup d'État, quand il y a le coup d'État, tout se chamboule. Il n'y a pas d'État. Quand on dit coup d'État, il n'y a pas d'État, donc tout est possible. Mais cela n'est pas comparable à une période normale, où on a fait arrêter un cadre de la police, on l'a mis au niveau de la justice, il a été enfermé. Des policiers sortent avec des armes à main. Moi, je suis de la commune 3. Ce jour-là, Dieu seul sait la frayeur que nous avons senti ce jour-là. Et il fallait le voir. Ils tiraient à l'heure. Et nous qui ne sommes pas des militaires, qui ne connaissons rien des armes, ça ne peut être que paniquer. Donc, quand on les militarise, lui, il a eu à dire, il parlait de la discipline militaire.
Donc, quand on va les militariser, dans ce cas, cette discipline va s'appliquer à la police et ça va éviter ce genre d'erreur dans les années à venir ou dans les jours à venir. Ok. Alors, il y a quand même des Maliens qui se demandent, est-ce la fin des raquettes qu'on colle aux policiers à tort ou à raison? Bien sûr que c'est normal. Quand la discipline va s'installer, c'est sûr que certaines raquettes vont disparaître. Par exemple, la police qui est beaucoup plus répressive, peut-être va être une police beaucoup plus proche de la population, puisqu'elle saura que quand les particuliers, quand les usagers vont aller se plaindre au niveau de leurs supérieurs, la sanction va tomber. Alors qu'actuellement, c'est sûr que tu ne penseras même pas aller pour porter plainte. La police est là, elle cherche à faire une répression. La police, elle fait tout parfois pour ne même pas être visible dans la circulation. Parfois, elle se cache. Elle te laisse commettre l'infraction. Ensuite venir. Donc tout ça, je sais qu'avec la militarisation, tout ça, ça va disparaître. Quand tu vas aller te plaindre dans un commissariat, dire que le policier était dans un coin en train de t'attendre, dès que tu es sorti, il est sorti pour t'attraper. Ça, c'est sûr qu'ils vont arrêter ces gens. Et il n'y aura aucun syndicat pour... Il n'y aura aucun syndicat aussi pour... Dès que tu vas parler sur les réseaux sociaux, qui est un outil de communication actuellement, dès que tu vas parler de la police, de certains faits, un des syndicats va aller porter plainte contre toi. Dès que tu fais un petit écart de langage, un des syndicats va aller porter plainte contre toi. C'est sûr que quand ils vont être militarisés, nous, les usagers aussi, on va moins parler d'eux parce qu'ils vont peut-être mieux se comporter aussi, puisqu'il y aura beaucoup plus de discipline quand ils seront militarisés qu'actuellement. Ok. Docteur, qu'est-ce qui va changer après cette décision? Non, moi je pense que tout ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura pas de syndicat. Il n'y aura plus de syndicat au sein de la police et je pense que quand il y a une revendication, la revendication sera forcément une revendication militaire et c'est en ce temps. Comme tout le monde sait que l'armée c'est la grande miette, personne ne parle. Et l'avantage également, ils auront les mêmes avantages que l'armée. Ils auront les mêmes avantages. Donc pour moi, je pense que l'histoire du syndicat, c'est parce que lorsque vous avez des choses à revendiquer, que vous avez un syndicat, je ne sais pas si nous nous rappelons bien ce qui s'est passé dans les années 94-95, je crois bien, quand Sadassi avait pris une décision pour radier les gendarmes. Donc vous vous rappelez bien de cela. Donc c'était par rapport à une revendication aussi. Donc c'est pour dire qu'effectivement, et quand la police va va être militarisée, je suis sûr et certain que le syndicat, on dira adieu. Mais je pense que c'est peut-être pour gérer une situation à un moment donné. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand le pays sera stable, peut-être on ne va plus parler de la militarisation, on va peut-être démilitariser aussi la police également aussi. Mais moi je pense que ce dont nous pensons, beaucoup de choses ne vont pas changer, comme on le pense. Nous allons rencontrer toujours ces mêmes policiers au bord de nos différentes artères, ça c'est sûr, pour continuer à régler la circulation. Quand il y aura même des marchés qui vont peut-être servir à faire la ceinture aussi de sécurité autour des marcheurs. Mais ce qui peut-être va être arrêté, c'est le syndicat. Il n'y aura plus de syndicat au niveau de la police. Et voilà, c'est une façon également de permettre à ces policiers aussi de bénéficier aussi des avantages de l'armée. C'est que l'avantage. Peut-être un dernier tour de table sur la question. Bon, on dit qu'ils vont bénéficier de tous les avantages, mais quand on est recruté policier, on commence sous-officier. Mais quand on est recruté militaire, on commence soldat. Vous comprenez? C'est ceux qui vont récupérer cette état, mais ils vont perdre aussi beaucoup d'avantages. C'est pourquoi vivement la commission qui sera mise en place pour pouvoir vraiment trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Parce que commencer directement sur les commencer directement sous-officiers, c'est pas la même chose. Il y a des avantages, beaucoup d'avantages que les policiers vont perdre. Mais peut-être que la commission aura l'intelligence de pouvoir trouver le juste milieu entre les différents avantages et puis les pertes au niveau du syndicat de la police. Sans oublier la protection civile aussi, qui est le second segment de la sécurité aussi. Okay. Au-delà de leurs droits syndicaux, qu'est-ce que la police va perdre ou la protection va perdre avec une telle loi? Avec une telle loi. Si elle est bien sûr votée. Hein? Si la loi est votée, le fait seulement de voir ces sorties ne sont pas pour rien. S'il y avait les syndicats, c'est parce qu'ils réclamaient certains droits. Et maintenant, en tant que militaire, on ne pourra plus dire qu'on va sortir pour réclamer ces droits-là. Donc, il y aura vraiment beaucoup de choses que ces policiers vont perdre. Mais quelque part aussi, je me dis que ces policiers sont déjà au front. Donc, le fait de les militariser, ça va les mettre dans les mêmes conditions que les autres militaires. Et ça pourra les permettre de non seulement protéger la population, mais aussi de se protéger. Pas que la police, même les douaniers. Combien de postes ont été attaqués dans lesquels on a tué même des douaniers.
Donc, il est vraiment temps que l'État puisse penser à ces paramilitaires, que ce soit la douane, et vous avez dit ceux qui sont les forestiers, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que c'est salutaire vraiment, quelque part. Okay. Qu'est-ce que la police gagne finalement Pour moi, qu'est-ce que la population va gagner finalement dans ça? C'est ce qui est très important, parce que la police... Parce que c'est une mesure prise, en tout cas pour les policiers. Non, peut-être c'est ce qu'on pense. C'est d'abord... C'est pour organiser un corps. C'est pour organiser un corps qui fait quoi? Qui est là pour nous protéger, pour notre sécurité. Qu'est-ce que la population va gagner? Peut-être la population va gagner du fait que ces policiers-là vont être beaucoup plus disciplinés, ça il faut le dire. Et la discipline est la force du tout. Tant qu'il n'y a pas la discipline dans un corps, ça ne marchera pas. Donc je pense que la population va gagner beaucoup par rapport à ça. Et que eux aussi, ils seront beaucoup plus formés et beaucoup plus aptes à se sécuriser eux-mêmes aussi. Je pense que cela est très important. C'est sécuriser et sécuriser la population. D'accord. Docteur, votre dernier mot là-dessus. Bon, moi je dirais qu'ils ont tout à gagner dans ça, parce qu'effectivement, certes c'est vrai, c'est des paramilitaires, c'est qu'il faut reconnaître aussi. Et Yatra l'a dit, quand on est recruté en police, on est recruté en tant que sous-officier. Par contre, dans l'armée, on commence par un soldat. Donc moi je pense qu'ils ont beaucoup à gagner. Et ça va permettre de les renforcer davantage. Ça va créer beaucoup plus de la crédibilité. Même l'apport, c'est-à-dire que quelqu'un l'a dit, même comment les aborder. Il est plus facile pour nous, citoyens lambda, de rencontrer un policier, un militaire, de causer avec lui, échanger avec lui. Mais par contre, peut-être on est beaucoup plus distant avec un policier. Bon, tout ça, peut-être, ça va être des barrières qui vont tomber. Et je suis sûr et certain que, comme Alain l'a si bien également dit, quelle est l'avantage de la population va gagner. Quand vous avez une police disciplinée, quand vous avez une police qui est militarisée, et surtout que nous sommes dans des situations exceptionnelles, un pays en guerre, meurtrier, je crois qu'aujourd'hui il est temps quand même qu'à que tous ces parents militaires qu'on puisse vraiment les militariser. Il faut surtout penser à ça. L'affaire des 46 militaires ivoiriens continue à défrayer toutes les chroniques ici au Mali et ailleurs. Et les commentaires, en tout cas, vont dans tous les sens. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce dossier qui continue quand même à nourrir les débats au sein des grains et même autres salons fédérés? Effectivement, c'est un sujet quand même très 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 sensible. Mais moi je crois qu'au regard du départ de la situation, je crois qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus défiés. Et même si vous doutez un peu excusez-moi du temps de zèle un peu de nos autorités, commence à comprendre en réalité qu'il y a beaucoup de choses de non dites dans cette affaire-là. Et je crois que lorsque la dernière délégation de la CEDEAO a quitté ici, je crois que jusqu'à présent on n'a pas eu de communiqué officiel par rapport à cette visite-là. Et ce qui conforte encore les Maliens dans leur position par rapport au fait qu'en réalité on a été agressé entre guillemets effectivement par rapport à que la Côte d'Ivoire nous a réellement agressé. Et je crois qu'aujourd'hui il est temps vraiment que nos autorités aussi puissent comprendre que très honnêtement ils ont gagné peut-être la bataille, pas la guerre. On a quand même entendu ce week-end le président ivoirien annoncer un dénouement imminent de ce dossier. Tout à fait. Bon, c'est lui qui s'est poursuivi pour la communication maintenant. Il a été mis pendant un bout de temps et je crois que maintenant il a de commencer à parler maintenant. Et je crois que parce que tout simplement il voit le bout du tunnel maintenant. Et moi je félicite vraiment nos autorités pour la bonne gestion de cette affaire-là. Aujourd'hui quand même le Mali s'est fait respecter par rapport à cette affaire-là. Et je crois que on a compris maintenant que le Mali n'est pas une république bananière et qu'on ne peut pas se permettre beaucoup de choses encore. Ok. À partir de cette déclaration faite en tout cas ce vendredi par le président ivoirien Alassane Ouattara annonçant un dénouement heureux déjà, est-ce que vous pensez que le bout de tunnel est très proche? Je ne vais pas dire que je pense que le bout de tunnel est très proche, mais je souhaite vraiment que ce bout de tunnel soit proche. Parce que je me dis que, comme on l'a dit, monsieur le maire, on s'est fait respecter. Mais à un temps donné, à force de trop tirer sur le fil, on finit par transformer notre raison en tort. Donc je me dis qu'il est vraiment temps que nos autorités aussi essayent de voir et d'essayer de comprendre
la communauté internationale. Bien vrai qu'on ne peut même pas, s'il nous faut parler, on peut même pas, il n'y a même pas de raison et de tort par rapport à cette chose, au cas de ces 46 militaires. Au cas de ces 46 militaires. Donc, je me dis, mais il est temps souvent qu'on puisse vraiment devenir flexible par rapport à certaines situations. Et je me dis qu'il est temps qu'on les libère. Parce qu'au Mali aussi, ça chauffe. On a d'autres situations qui doivent plus nous préoccuper que toujours organiser des réunions autour de ces 46 militaires. Il y a tellement de problèmes à résoudre dans le Mali que je me dis qu'il est temps vraiment qu'on cherche à finir avec ça et qu'on se concentre sur la vraie situation du Mali. Voilà. Contrairement à l'annonce faite par le président ivoirien, on a l'impression ici au Mali que les choses ne bougent pas, que c'est le statu quo. Bon, peut-être qu'après la visite des chefs d'État, là, ils ont dit, le Mali a déjà donné sa position, qui ont été transmis au niveau de la Côte d'Ivoire. Peut-être quand ils donnent ta position par rapport à certains cas, donc tu restes là, tu entends. Peut-être la Côte d'Ivoire a répondu favorable à cela, d'où le communiqué du président Ouattara par rapport à ça. Moi, je pense que je rejoins les autres par rapport à ça, c'est vrai. La Côte d'Ivoire a eu tort, les Nations Unies ont eu tort, tous ces pays-là qui sont concernés par rapport à cette situation ont eu tort. Mais le Mali était à un moment donné, comment dirais-je là, une ferme où n'importe qui rentre, n'importe qui sort, sans visite, sans n'importe qui était là. On amenait tout et rien, sans contrôle. Mais ça a changé. Si ça a changé d'un coup, donc on a pu avoir ces situations-là, cette situation, capturer des mercenaires ivoiriens, selon nous, et ils disent que ce ne sont pas des mercenaires, mais chacun a son langage. Maintenant, il est temps quand même qu'on mette fin à cette situation qui n'a que trop duré pour le Mali, pour la Côte d'Ivoire, pour les Nations Unies. À force de trop tirer, on peut en sortir peut-être petit. Maintenant, on est vraiment grandi dans cette situation. D'accord. Les choses évoluent positivement. Moi, je trouve que les choses évoluent positivement. Je pense que ce qui était comme des inquiétudes pour nous, les Maliens, au début, beaucoup pensaient que ce qui se disait n'était pas vrai, mais on s'est rendu compte effectivement ces militaires-là, c'est des mercenaires. C'est des mercenaires. Aujourd'hui, tout le monde est sûr et certain que ce sont des mercenaires. Mais comme tout le monde l'a su bien dit, je pense que le pays a d'autres champs à fouetter. Pourquoi la justice n'a pas retenu ces qualificatifs mercenaires? Oui, mais nous, nos autorités ont toujours parlé des mercenaires. Même le Premier ministre par intérim. Mais ce ne sont pas forcément les autorités qui font des qualifications. Oui, mais c'est généralement c'est eux qui communiquent. La communication vient d'ici, parce que quand c'est le gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement qui communique, qui a toujours parlé de ces mercenaires. Donc si nous voulons que ce soit des militaires, on peut le dire également aussi. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime que ces gens-là ne sont pas venus pour simple tourisme ou simple en tout cas de voyage. Ils sont venus pour des raisons qui sont connues de tout le monde. Parce qu'à la lumière de tout ça, on sait même, d'aucuns disent même qu'il n'y a que 16 Ivoiriens parmi tous ces gens. Il y a presque d'autres nationalités qui sont parmi ces gens. Mais comme tout le monde l'a su bien dit, et quand on est en force d'avoir raison, souvent aussi, on peut perdre ses raisons aussi. Ce pays a énormément de champs à fouetter, qu'on peut peut-être aujourd'hui se débarrasser de ces gens-là et continuer sur notre petit bonhomme de chemin. D'accord. Depuis plus d'une semaine, le Burkina Faso vit au rythme d'une transition en cours de rectification, puisque le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de mettre le colonel Damimba hors de ses prérogatives. Comment nos invités ont vu en tout cas cette actualité au niveau de ce pays voisin qui est le Burkina Faso, M. le maire? Bon, je crois que à l'instar de mon gouvernement, je préfère ne pas m'initier trop dans les affaires internes d'un voisin. Mais je viens. De la commande? Oui, tout à fait, je viens. C'est que bon, en réalité, il faut peut-être que celui-là même qui a fait le coup d'État de la rectification, c'est celui-là même qui a lu le communiqué lorsqu'il a pris le pouvoir. Peut-être qu'il était un maillon essentiel dans le coup d'État qui a fait partir Marc Kabouré. Donc, étant un maillon essentiel, sûrement que les raisons qui l'ont poussé à prendre le pouvoir, à faire partir Roch, peut-être là, toutes ces raisons-là n'ont pas été peut-être validées par la démarche qu'actuellement le président Damiba faisait. Donc, peut-être qu'il s'est senti un peu trahi. Une partie de ceux qui ont fait le coup d'État se sont sentis trahis, puisqu'ils ont décidé de faire la rectification, comme on l'a fait ici chez nous aussi, en faisant partir Bandao pour bien rectifier la transition. Je crois que ça doit être la bonne marche maintenant vers la sortie de la crise au niveau du Burkina. Coup d'État dans le coup d'État au Burkina aussi, comme au Mali.
Moi, je me dis quelque part qu'il est vraiment temps qu'on oublie ces nombreux coups d'État là. Parce que à chaque fois qu'il y a coup d'État, moi je vois directement le peuple lambda. Lorsqu'il y a des échanges de tirs, je vois ce peuple lambda. C'est ce peuple qui ramasse toujours les pots cassés. Maintenant, ils ont fait ensemble le coup d'État. Et maintenant, quand il y a un autre... Est-ce que le paradoxe aussi n'est pas de voir ce même peuple applaudir cette deuxième coup d'État, ce deuxième coup d'État? Monsieur Barou, vous savez, souvent je me demande si réellement, souvent nous savons ce que nous aimons. Parce que lorsqu'il y a eu ce coup d'État contre le président qui a été élu par le peuple, c'est ce même peuple qui est sorti pour l'applaudir. Et voici parce que peut-être le peuple avait des aspirations en ce moment qui n'ont pas été respectées peut-être par la première phase de la transition. Eh bien, qui nous dit que celui-là qui vient d'arriver, il est éloquent lorsqu'il parle? Mais est-ce qu'il nous dit que lui aussi, il pourra vraiment tenir compte de ces aspirations des peuples comme il le souhaite, ce peuple le souhaite? Donc c'est là où la question se pose. Moi sincèrement, vu le nombre de coups d'État, moi il m'est arrivé de soutenir un coup d'État ici dans mon pays. Et là où je suis, je ne dirais pas que je regrette, mais je ne vais jamais encore encourager quelqu'un à faire un coup d'État. D'accord. Alain, on a l'impression que face à l'insistance du capitaine Traoré et ses hommes, Damiba ne s'est plus battu pour la chose. Oui, ça c'est clair, Damiba n'a pas forcé. Mais le positionnement de Damiba même se sentait, puisque Damiba était beaucoup plus proche de la CEDEAO, de la France et autres là. Alors qu'on sent que quand même un bon élève de la CEDEAO. Oui, alors qu'on sent qu'au niveau de la sous-région, un vent nouveau souffle au niveau de la population, un vent anti-impérialisme qui souffle. Donc si la population burkinabé voit que les dirigeants qui sont là actuellement, ils se sont battus pour que les marques Ouakabor et autres là, qui étaient beaucoup plus proches de la France puissent partir, et que celui-là qui vient aussi est beaucoup plus proche de la France. Je pense que c'est ce qui justifie réellement les coups d'État, que ce soit, au lieu que ce soit un truc, un mauvais partage de gâteaux entre les putschistes. Je pense que c'est le fait que l'autre, la marque Kabore est beaucoup plus proche. L'autre Damiba est beaucoup plus proche de la CEDEAO et de la France. Alors que les peuples burkinabés voient le peuple malien et voient le peuple guinéen en train de couper ses cordons ombilicaux. Donc ils veulent avoir la même chose. Donc je pense que réellement c'est ce qui a poussé la population burkinabé à sortir. Et la goutte d'eau qui a fait déverser le vase, c'est plutôt cet incendie qu'on a vu au long de la route. Oui. On a brûlé, je pense, plus d'une dizaine de véhicules. Donc je pense que c'est ce qui a beaucoup plus fait la population aussi. Et la population s'est soulevée et que la suite logique était là, qui était ce coup d'État. Docteur Sango? Oui, moi je m'attendais un peu à ça. Vous savez que Damiba, quand il est venu au pouvoir par le coup d'État, Damiba se faisait comme si c'est quelqu'un qui a un président qui a été élu démocratiquement. Damiba était par-ci, par-là. Et ce qu'il a oublié, c'est que le serment, quand ils ont fait le coup d'État, c'était dans le souci de sécuriser le peuple burkinabé. Et c'était pour un modèle du Mali, parce que c'est qu'ils pensaient. Un modèle révolutionnaire. Un modèle révolutionnaire. Comme Thomas Sankara, au départ, on entendait ce slogan, la patrie ou la mort. C'est ce que les gens. Mais par fini, qu'est-ce qui s'est passé? Damiba n'a pas su mettre les choses ensemble. Pour lui, c'est comme s'il a été élu démocratiquement, il est parti, il est par là. Alors que sa mission première était quoi? C'était d'éradiquer ou de lutter contre le terrorisme au nord du Burkina. Malheureusement pour lui, ses frères d'armes qui se sont retrouvés dans une situation difficile, qui n'arrivent même pas à être approvisionnés par des armes ni par des choses. Damiba ne savait même pas par fini qui étaient ses amis. Tantôt il est avec la France, tantôt il est avec la Russie, et tantôt il est avec la Côte d'Ivoire. Et la plus grosse erreur qu'il a eu à commettre, c'est que comment un pays qui vient de faire un procès contre un ancien président, comment vous parvenez à amener cette même personne sur le territoire burkinabé? Au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, comment? Il fallait attendre, parce que ça, c'est pas la réconciliation, c'est pratiquement mettre encore de l'huile sur le feu. Et ça, c'est dingue. Il fallait qu'il comprenne qu'il avait une mission. Cette mission, c'était de sécuriser le Burkina. Et malheureusement, il a
carrément oublié parce que quand les gens arrivent souvent dans le fauteuil présidentiel, souvent ils oublient réellement ce qui était au front. Ce que nous avons remarqué, la plupart d'entre nous avons remarqué que qu'est-ce qu'il faisait? C'était de temps en temps, il est au front pour venir décorer des militaires. Et pendant ce temps, certains n'arrivaient même pas à avoir de quoi manger, certains n'arrivaient même pas à avoir des munitions et des armes, etc. Maintenant, lui, tu sais que le peuple attendait de lui, c'était de couper le cordon ombilical avec la France. D'accord. Et s'afficher avec la Russie, c'est ce que les gens voulaient. Comme il n'a pas fait, ses autres camarades l'ont dit que, bon, il faut se débarrasser dessus, mais c'est ce qui a été fait. Et je pense que le peuple est sorti, et si nous avons suivi bien ce qui s'est passé, le coup d'État allait foirer, c'est que Damiba avait ses hommes qui étaient déjà postés, mais c'est le peuple qui est sorti. C'est la sortie du peuple qui a permis à ce que Traoré et ses camarades puissent prendre le pouvoir. D'accord, ce qui est bien clair. Nous sommes malheureusement au terme de ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Abdallah Yattara. Il est conseiller communal et cadre du parti élément Aboulaïdi Alaï Koïta du mouvement En Avant et du M5RFP, Dr Ibrahima Sango, analyste politique, et Madame Naha Magasouba, elle est la présidente du MPC Mali. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission Regard Croisé.